bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'extension 3 de Villainous. Je vous avais déjà un petit peu parlé de cette extension quand je l'ai achetée, vous pourrez retrouver mon petit haul ici. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout joué et je vous avais dit d'ailleurs quelques bêtises que j'avais essayé de corriger en sous-titrant, mais c'était assez inexact quand même parce que c'est toujours pareil, tant qu'on n'a pas joué, on connaît pas les stratégies, on connaît pas vraiment comment le personnage marche. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous détailler un peu plus les 3 nouveaux personnages de cette dernière extension et de vous parler un petit peu des stratégies qu'on a pu mettre en place pour gagner ou celles qu'il ne faut surtout pas mettre en place pour ne pas perdre. Déjà, sachez qu'on a vraiment apprécié cette extension, les 3 personnages nous ont semblé vraiment intéressants, à peu près équilibrés, ils sont vraiment très bien, aussi bien pour jouer juste entre eux que pour jouer avec les autres versions, enfin avec les autres personnages qui existent déjà. Donc pour ça c'est un vrai bon point. Il n'y a aucun personnage où on se dit qu'on ne jouera pas beaucoup, alors que je vous en reparlerai en petit bilan final. Dans d'autres versions, il y en a qu'on joue pratiquement plus jamais. Nous allons commencer cette présentation par Cruella. Donc déjà on pourra noter que son pion est particulier puisqu'il est bicolore, c'est le premier qui est comme ça, enfin bicolore. Je vous en avais déjà parlé dans le haul, il est noir et blanc, c'est plutôt très stylé. C'est peut-être le personnage qui est le plus dur à jouer des 3, après il se valent, mais c'est celui où c'est le plus facile de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait on voit vraiment bien la progression, on voit vraiment où en est le joueur et du coup c'est plus facile de savoir s'il faut l'attaquer ou non. De plus, les fatalités qu'elle a dans son paquet sont vraiment très fortes, la plupart permettent de l'arrêter quel que soit le point d'avancement où elle en est. Surtout si elle est bien avancée, mais dans tous les cas, on a de très bonnes chances sur les 2 cartes qu'on pioche d'avoir quelque chose qui va vraiment l'embêter et la retarder. Du coup c'est un petit peu plus dur à jouer puisqu'il faut avoir un petit peu plus de marge. Voilà le setup initial de Cruella, donc on a ces cartes ici, on a ces fatalités là, et on a tous les petits chiots retournés vers le centre de la table. Voilà. Et Cruella évidemment sur le premier lieu, comme toujours. Elle va avoir des cartes de ce style, par ici mes petits, donc on choisit une tuile de chiot dans la réserve aléatoirement, et on la place sur le lieu indiqué, par exemple, voilà, 11 Castel l'Enfer, donc ça va aller se mettre ici. Sauf que là, les chiots ils sont pas du tout récupérés, pour qu'ils soient récupérés, il faut qu'ils arrivent là. Pour les récupérer après, il y a 2 cartes, et seulement 2, qui sont super importantes, c'est Horace et Jasper. Voilà Horace, donc quand on utilise l'action qui a ce symbole sur le plateau, donc par exemple le Castel d'Enfer, on va pouvoir capturer une tuile de chiot sur le lieu où se situe Horace ou prendre une nouvelle tuile de chiot. Donc c'est super pratique parce que si on a besoin de capturer, on capture, et si on n'a plus de chien à capturer, on peut en mettre de nouveau. Jasper il est un petit peu moins bien parce qu'il faut payer un jeton de pouvoir en plus, mais on peut capturer jusqu'à 2 tuiles chiot. Par contre on peut pas en remettre et il faut que ce soit évidemment sur le lieu de Jasper. Du coup les deux sont bien, les deux ont leurs avantages, mais Horace nous semble plus fort, en plus il coûte moins cher. Et pour aller les chercher, il y a des cartes aussi qui permettent d'aller chercher Horace et Jasper soit dans la pioche, soit dans la défausse, donc forcément de les trouver, ou de les déplacer. Donc c'est utile à tout moment de la partie, puisque c'est utile de les déplacer, puisque les chiens ils arrivent là où c'est marqué qu'ils arrivent. On choisit pas. Dans les fatalités, on a des choses comme ça, donc on peut prendre des tuiles de chiot, alors celle-là, on remet en plus là où il y a Perdita, et il se trouve qu'il y a d'autres fatalités que je vais vous montrer ensuite qui empêchent de capturer là où est l'autre héros en question. Du coup, si vous mettez Perdita sur le même lieu, ça veut dire qu'il faudra d'abord tuer l'autre pour pouvoir récupérer après les chiots quand on pourra capturer à nouveau sur ce lieu. Donc c'est Pongo qui permet de ne pas, qui empêche de récupérer les tuiles de chiot. Vous avez aussi Anita et Roger, à chaque fois qu'une tuile de chiot de la réserve doit être ajoutée sur le lieu où se trouve cette carte, en fait on remet la tuile au milieu des autres, mais bon, face visible quand même pour pas que vous la piochez 2 fois de suite parce qu'il faut pas abuser. Mais du coup ça veut dire que sur ce lieu il n'y a plus de chiots qui pourront arriver pendant qu'Anita et Roger sont là. Et sinon il vous reste le classique évasion dont il y a plusieurs versions dans le paquet de fatalité, et du coup c'est juste on prend une tuile de chiot capturée, on la remet face visible quand même mais dans la réserve. C'est plutôt fort. Donc comme je vous disais, on peut facilement voir l'avancement et on peut facilement lutter contre Cruella. Patibulaire c'est un petit peu différent, au contraire, patibulaire
Patibulaire, c'est à peu près exactement l'opposé. En effet, on ne voit pas du tout sa progression, déjà parce qu'on ne connaît pas ses objectifs. Pat est peut-être un peu plus facile à jouer puisque il suffit de faire ses objectifs en parallèle et d'essayer de les révéler à la fin, à peu près, enfin pas tous en même temps, c'est pas possible, mais en 4 tours, 5 tours, réussir à les enchaîner en fait. Et du coup, ça peut être vraiment très très fort. Et d'autre part, il est un petit peu plus dur à arrêter puisque on ne sait pas ce qu'il doit faire. Il y a des fatalités qui permettent cependant de retourner des objectifs et donc de savoir ce qu'il a à faire. Mais le principe de base, on ne sait pas. Voilà le setup de Patibulaire au début de la partie, sauf que en haut ici, il va falloir mettre les objectifs. Les objectifs, je vous les montre face visible ici. Ils sont assez variés, mais à chaque fois, c'est sur ce lieu. Ou sur chaque lieu, mais en général, c'est ce lieu. Du coup, au début, on les voit évidemment pas, personne. Patibulaire doit les piocher au hasard. Donc, par exemple, moi je le fais pas au hasard, mais ça peut donner ça. Voilà, donc il y en a un, il joue pas avec. Donc il les met au hasard, ensuite il les regarde quand même pour savoir ce qu'il doit faire. Donc voilà. Et par exemple, là, il a Jackpot à faire sur Frontier Town. Il a Main basse sur la ville à faire à la station-service. À l'aéroport, il doit faire la soif de pouvoir. Et sur le ponton, il doit faire Banque puissante. Voilà. Donc il fait ça avec ces cartes qui sont assez classiques et qui correspondent vraiment bien aux objectifs. En plus de fatalités classiques et dans le style de celles qu'on peut trouver pour les autres personnages, on a des choses spécifiques contre les objectifs. On peut lui prendre des jetons de pouvoir, ce qui est quand même pratique, ça l'empêche de jouer des cartes, donc ça c'est bien parce que même si on connaît pas l'objectif, c'est toujours utile de lui enlever des jetons de pouvoir. On a Mickey qui empêche juste de faire des objectifs, donc ça c'est pratique aussi parce qu'il n'y a pas besoin de savoir encore une fois ce que Pat cherche à faire. On s'en fiche, Mickey il empêche tout. Et enfin un événement bien utile qui enlève des jetons de pouvoir mais surtout qui permet de révéler une des tuiles objectifs. Ce qui permet de mieux cibler les fatalités et de voir l'avancement surtout. Le dernier personnage est donc Mergotel de Réponse. Avec un superbe pion, c'est le seul pion en couleur de cette extension, c'est assez original par rapport aux autres où on avait l'habitude d'avoir des pions très colorés. Là ça change, c'est sympa, hein, moi j'aime bien. Mergotel, elle a une mécanique vraiment originale et qui n'était pas vue du tout avant. C'est on a Réponse qui avance petit à petit vers Corona et elle est entre guillemets inarrêtable, c'est-à-dire qu'à chaque fin de tour elle va se décaler. Ça on n'y peut à peu près rien. Et quand elle arrive à Corona et qu'elle devrait se décaler et qu'elle peut pas, on perd des jetons de confiance qui sont l'objectif de ce personnage. Donc c'est pas fun. Cependant il faut garder en tête que elle peut arriver jusqu'à Corona, faut pas qu'elle dépasse, et si on a 0, on s'en fiche, on ne peut pas avoir de points négatifs. Une bonne stratégie, c'est de laisser avancer Réponse jusqu'à Corona, ne pas s'en occuper, essayer d'avoir la brosse à cheveux, qui est une carte super forte, et du coup d'essayer de gagner comme ça en ramenant après Réponse dans sa tour, et en essayant qu'elle ne reste plus à Corona, mais elle peut arriver jusqu'à Corona. Il faut vraiment la laisser avancer, c'est assez important. Les premières parties qu'on a fait, moi je voulais absolument pas qu'elle aille jusqu'à Corona et ça va bousiller mon plan de jeu, enfin vraiment c'était pas le bon plan. Donc vraiment, n'hésitez pas à la laisser avancer, ça fait un peu peur, c'est vrai, mais ça va bien se passer. Le setup de Mergotel est le suivant, donc comme d'habitude pour les cartes, mais on a en plus cette carte là qui vient se placer ici au début. Dans les cartes de Mergotel qui sont utiles, évidemment, nous avons la brosse à cheveux. Ça, c'est vraiment fort. Parce qu'on a pas mal de moyens de déplacer les objets, etc. Donc, c'est vraiment très pratique. Dans la même catégorie, on a la couronne qui est quand même assez utile. Ça donne des jetons de pouvoir et quand on en a suffisamment, on a des jetons de confiance. Parce que du coup, on va tuer assez régulièrement Réponse. Avec notamment lui et lui. Alors les deux messieurs, ils ont exactement le même texte. Donc ça veut dire qu'on TP Réponse à la tour quand elle arrive. Donc le plan c'est, on attend que Réponse soit ici. On la TP.
Et la prochaine fois qu'elle revient, on la tue, puisqu'ils ont assez pour la tuer. Pour ce qui est des fatalités, on a des choses du style perd un jeton de confiance, évidemment, ou encore déplacer réponse sur Corona, ça la téléporte directement où qu'elle soit, ce qui est plutôt pratique potentiellement. Surtout si on vient de la tuer avec l'un des deux méchants vus précédemment, du coup il n'y a personne pour la tuer directement. Ça peut être pratique. On peut défausser aussi des objets ou des alliés qui sont vraiment pénibles. Donc ça aussi c'est pas mal, par exemple ça permet d'enlever la couronne. Voilà pour cette extension, nous on l'apprécie vraiment pas mal. Elle se joue très bien à 2, à 3 on n'a pas eu trop l'occasion de tester. On a joué à 4 par contre avec les 3 là et un d'autre. On a joué aussi à 4 avec chacun un personnage des différentes extensions et de la boîte de base. Ça s'est bien passé, ça marche bien. Hein. Après l'équilibrage est pas bon dans le sens où on peut pas faire ça avec n'importe quel personnage en prenant n'importe quel personnage de n'importe quelle boîte. On a clairement des personnages qu'on joue beaucoup moins. Scar, on le joue quasiment jamais. Hades, on le joue pas beaucoup. Facilier, mais je pense que ça c'est parce qu'on l'a trop vu jouer par quelqu'un d'autre, donc nous on joue pas beaucoup. Maléfique, on la joue plus jamais, parce qu'en fait, Maléfique, c'est impossible de gagner avec elle si les gens s'acharnent dessus. On peut juste l'empêcher de gagner. Du coup c'est pas très fun en fait. En partie avec que des débutants qui sont là en train de se dépatouiller, ça marche bien. Mais une fois qu'on connaît le jeu, elle est forte, mais en fait il y a trop de cartes pour lui enlever ses malédictions et juste l'empêcher de gagner. Mais bon, ça fait que quelques personnages par rapport à tout ce qu'il y a. La reine de cœur on la joue pas beaucoup, mais en fait on devrait parce qu'elle est forte. Ça fait quand même pas beaucoup de personnages qu'on trouve pas très forts et que du coup on joue pas. Quand on a toutes les boîtes, vraiment c'est pas gênant. Quand on a que la boîte de base, bah, je vous ai dit, nous celle qu'on joue pas beaucoup c'est Maléfique. Mais si vous jouez les 5 autres, ça va, vous avez de la marge. Et y a pas... Enfin, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que je trouve qu'ils sont... Enfin, on trouve qu'ils sont pas équilibrés et qu'ils peuvent juste pas gagner par rapport aux autres. Après, peut-être que si on est 3 et qu'on prend ces 3 personnages-là, ça se passe bien. On sait rien, on n'a pas essayé. Ça aussi, on n'a pas testé toutes les configurations possibles. Bon, déjà parce que nous, on est que 2 au quotidien. Mais en plus, parce qu'il y en a pour un moment, hein, surtout si on doit faire toutes les combinaisons à 2, puis toutes les combinaisons à 3, puis voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester Villainous? Si oui, quel est votre personnage préféré? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!